Yo mes insomniaques, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je suis simplement content et soulagé que cette vidéo finisse enfin par sortir. Ça a été une vraie galère. J'ai pris beaucoup de retard à cause de plusieurs choses, que ce soit mon asthme, mes allergies, qui m'ont empêché d'enregistrer comme je voulais. Et en plus de ça, j'ai eu des galères avec le son, mais j'ai essayé de réparer ça au mieux. Bref, pour ceux qui ont déjà vu le premier épisode, j'ai ajouté des repères sur la timeline pour que vous puissiez directement passer à la partie 2. Voilà, j'espère vraiment que la vidéo vous plaira. Sur ce, bon épisode. Nous voyons un homme dire qu'il a gagné, pendant qu'on voit un jeu avec un écran clair. L'homme est excité, il a enfin fini le jeu, et nous voyons ses spectateurs également enthousiastes. Nous apprenons que le jeu s'appelle Protect the Empire, un jeu hybride entre défense de tours et attaque de donjon. Après 10 ans, il est la seule personne à avoir réussi à finir le jeu. Il parle à son chat et leur dit que peu importe la difficulté d'un jeu, il le terminera. Cet homme est un streamer nommé RetroTaku, spécialisé dans les jeux rétro à difficulté élevée. Il reçoit un message d'un spectateur mentionnant la mort du saint, et RetroTaku parle de la façon dont les spectateurs se sont attachés au personnage, souhaitant que tout le monde survive à la bataille finale. Mais tous, sauf le personnage principal, Lucas, sont morts. Son objectif n'était pas de finir le jeu sans mort, mais simplement de le terminer. Il mentionne que même après avoir terminé le jeu, Lucas reste immobile au-dessus du cadavre du boss final, sur les corps des monstres et des alliés. Il dit que, même si c'est un jeu, Lucas semble si seul. L'écran de fin s'affiche et un des spectateurs suggère que les développeurs devraient le récompenser pour avoir battu le jeu, alors que tout le monde se plaignait de la difficulté. Taku répond qu'il n'a pas besoin de ça, il a juste pris du plaisir à jouer. Ses spectateurs le taquinent en disant qu'il fait semblant d'être modeste. Il mentionne que le site web des développeurs a déjà été fermé et qu'il n'y aura pas de suite. Donc, il est improbable qu'il le contacte. Cependant, il reçoit une notification du développeur du jeu, ce qui surprend tout le monde. Le développeur dit « D'abord, tu as ma gratitude. Je pensais que personne ne réussirait, mais je suis soulagé de voir que tu as terminé le jeu. Cela me redonne espoir. » Cela intrigue Taku, qui se demande s'il prévoit une suite. Le développeur lui dit « Tu as prouvé tes compétences, alors viens à cet endroit nous aider. » Taku pense que c'est une arnaque, car il est improbable que le développeur soit venu sur son stream. Il décide de l'expulser du chat en l'appelant Monsieur soi-disant développeur, mais il est interrompu. L'écran commence à se déformer, tout devient flou, et Taku se demande ce qui se passe avant de perdre conscience. Il se demande s'il a trop joué. L'écran le remercie d'avoir joué, et un bruit fort résonne alors que des objets gigantesques semblent s'écraser. Cela réveille Taku, qui hurle en se demandant d'où vient ce bruit. Il voit qu'un mur en face de lui. Il a été fondu par de l'acide. Il crie, totalement confus, pendant que des débris commencent à tomber autour de lui. Il est envahi par l'odeur de poudre à canon et un coup de canon explose juste devant lui. En regardant autour de lui, il voit un drapeau et une armée de soldats, se rendant compte qu'il est en haut d'un mur de château. Choqué, il se demande encore ce qui se passe et s'il est au milieu d'une guerre. Un soldat remarque qu'il est réveillé et se précipite vers lui, l'appelant « Votre Majesté ». Cela effraie Taku, qui recule en rampant, pensant que c'est un ennemi et criant à l'homme de rester à distance. Le soldat laisse tomber son arme, se met à genoux et le supplie de lui épargner la vie. Taku se demande ce qui ne va pas avec cet homme et en lui disant de se calmer, il voit une énorme boule d'acide lancée dans leur direction. Cela frappe l'homme, projetant Taku au sol. Il peine à se relever et en regardant autour de lui, il voit des gens fondre sous l'acide et hurler. Un autre soldat crie que les créatures approchent et qu'il faut les empêcher de grimper sur les murs. Un des hommes est immédiatement tué, son cadavre empalé jeté par-dessus le mur. Le bras de l'homme atterrit près de Taku, le couvrant de sang, ce qui le ramène brutalement à la réalité. Il assiste à la chute de ses soldats, leur corps sans vie tombant au sol, tandis qu'un monstre, araignée,
grimpe au-dessus du mur et avance vers lui. Terrifié, Taku est paralysé de peur alors que les soldats tentent de le sauver, mais sont tués instantanément. Taku se demande s'il rêve, car la situation est insensée. Le monstre le frappe et Taku se dit que mourir de cette manière n'a aucun sens. Mais un homme blond apparaît et lui dit « Votre Altesse, être dans le déni est une réponse ennuyeuse. » Il sort son épée, la charge d'aura et tue instantanément l'araignée. Lucas demande à Taku s'il va bien et s'il est blessé. Taku dit qu'il lui semble familier et le reconnaît comme étant Lucas. Lucas répond qu'il semble qu'il se soit blessé à la tête, mais qu'il est heureux qu'il l'ait enfin appelé par son nom, précisant qu'il ne l'avait jamais appelé ainsi auparavant. Taku se demande si c'est vraiment Lucas et réalise que cela signifie qu'il est à l'intérieur du jeu, qu'il vient de terminer en streaming. En observant le champ de bataille, il se rend compte qu'il est dans une situation désespérée, étant donné la difficulté du jeu. Il voit une armée entière d'araignées se diriger vers lui et reste choqué. Les araignées commencent à lancer des boules d'acide, bombardant les murs, et Taku se demande pourquoi. Pourquoi il est entré dans le jeu? Lucas attrape Taku et lui dit que les ennemis sont appelés l'armée des araignées noires, expliquant qu'elle ne bouge plus après le coucher du soleil. Bien que le mur avant soit sur le point de s'effondrer, ils doivent simplement tenir bon jusqu'à ce moment-là. Taku se demande pourquoi Lucas le protège et qui il est dans le jeu. Lorsque le soleil se couche, nous voyons les soldats être transportés pour recevoir des soins. Lucas commence à parler à Taku en observant les cadavres des araignées sous ses pieds. Taku lui demande où et quand il se trouve exactement. Lucas lui répond en lui donnant l'année et précise qu'ils sont à Fortress City, également connu sous le nom de base avant de Crossroads. Taku se souvient de cette date et de cet endroit familier, révélant que cela fait partie du tutoriel du jeu. Il en déduit qu'il doit s'appeler Ash. Il demande à Lucas si c'est bien son nom, et lorsque Lucas confirme, Taku prend peur. Taku explique qu'il est le 3e prince héritier de l'Empire et le pire commandant, et que dans le tutoriel, il avait rencontré la pire fin possible. Taku précise encore qu'il est la seule personne à avoir terminé le jeu en mode difficulté maximale, qui combine les modes Hell et Sage. Le mode Sage sauvegarde automatiquement, ce qui empêche de revenir en arrière. Il ajoute que ce tutoriel est un niveau impossible, conçu pour ne jamais être terminé. Le jeu commence avec Lucas qui s'échappe seul, et l'armée des araignées noires n'apparaît normalement que plus tard dans le jeu. Alors comment est-il censé les vaincre dès le début? Il se frappe le visage en se rappelant qu'il a déjà terminé le jeu. Il se dit qu'avec toutes ses connaissances, il doit bien y avoir un moyen. Après s'être remonté le moral, il réalise qu'il est toujours dans une situation désespérée. Il consulte l'écran d'information de la scène et voit qu'il y a des milliers d'araignées, toutes à haut niveau, et que la durabilité des murs est déjà faible. La seule arme qu'il peut utiliser est un canon, et il commence à chercher une solution. Il mentionne que comme il est en mode Sage, il ne peut pas recharger de sauvegarde. Donc, il doit trouver à chaque fois la meilleure manière de survivre. Ayant joué au jeu, il se souvient qu'il existe toujours une option pour s'en sortir. Il cherche dans les informations quelque chose à utiliser. Il sort en courant de sa chambre et hurle à Lucas de convoquer ses troupes d'escorte. Lucas lui demande pourquoi et Taku lui répond qu'il a trouvé un moyen de surmonter la situation. Nous le voyons s'asseoir et commencer à parler à tout le monde. Il reconnaît leur visage, mais c'est la première fois qu'il les voit vivants. Il y a Lily, Ken et Damian. Il demande pourquoi Damian est recroquevillé et ils expliquent qu'il a perdu un ami. Taku se souvient qu'au début, Damian avait un malus et bien qu'il soit un soigneur important, il n'était pas vraiment utile. Il change de sujet et explique à chacun le rôle. Il dit à Lily, une mage de feu, qu'elle prendra le rôle de tank. Cela la surprend et il explique à Ken, qui en réalité est un tank, qu'il va infiltrer le camp ennemi. Il dit à Damian qu'il sera leur tireur d'élite et ordonne à Lucas de maintenir la ligne de front. Ken proteste, demandant si Taku prend cette situation au sérieux. Taku reconnaît que cela semble être un plan fou, mais il explique que cette scène est impossible à réussir avec des moyens normaux
Il faut donc employer des méthodes folles. Il regarde Ken avec intensité et lui demande s'il compte désobéir au fils de l'empereur et au commandant suprême. L'atmosphère devient tendue et Ken est visiblement effrayé. Taku se lève et sort une lame et la plante dans l'épaule de Lily, expliquant qu'étant dans le corps de Ash, il doit être encore plus fou. Ken se dit que le prince est un véritable fou et qu'il est impossible de lui faire confiance. Nous voyons le couteau dans l'épaule de Lily commencer à s'enflammer et tout le monde est sous le choc. Taku explique que les personnages du tutoriel ont une spécialité cachée qui contraste avec leur rôle, mise en place comme une blague. Taku demande à Lily si elle a déjà été blessée par du métal, probablement des gobelins, après quoi elle a développé une peau de feu. Il explique que cela transforme son corps en flamme pour éviter les attaques physiques et que tant qu'elle a du mana, elle peut éviter les coups. Il lui demande si c'est exact. Il explique que dans le jeu, on ne pouvait pas utiliser cette capacité, mais que maintenant, ce n'est plus un jeu. Et pour une scène impossible, il n'a pas d'autre choix que de tricher. Il maudit ceux qui l'ont envoyé d'ici. Taku s'excuse d'avoir poignardé Lily et elle lui demande comment il savait pour sa capacité. Il lui répond que cela n'a pas d'importance. Puis, il interpelle Ken, expliquant qu'il était un voleur dans sa jeunesse. Ce à quoi Ken demande comment il est au courant. Taku réplique que la façon dont il le sait n'est pas importante, mais plutôt ce qu'il peut faire avec cette information. Taku explique que Ken peut se dissimuler à volonté. Personne ne le remarquera. Ken reste silencieux. Taku le menace avec le couteau et Ken finit par admettre qu'il peut effectivement le faire. Taku repose le couteau et s'approche de Damian. Il lui dit qu'il est la pièce la plus importante et lui parle de ses yeux, expliquant que c'est pour cela qu'il se souvient si bien de la mort de son ami. Damian se remémore cette perte et commence à pleurer, demandant pourquoi il a été amené ici, se questionnant s'il y a un but noble derrière tout cela, ou si leurs vies ne sont que du divertissement. Taku lui dit de le haïr, mais rappelle que son ami a donné sa vie pour le sauver, et lui demande s'il va juste la gâcher. Il lui dit qu'il doit prendre sa revanche, tuer l'araignée et ensuite se venger d'Ash. Taku demande à Damian s'il veut tuer les araignées, et Damian répond oui. Ensuite, Taku lui demande s'il veut aussi le tuer, et Damian dit oui. Taku dit alors « bien » et promet que s'il survit à cette situation, il mourra de ses mains. Lucas crie, et Taku réplique que si le plan échoue, ils mourront de toute façon. Mais il promet à Damian qu'il mourra de ses mains et lui donne sa parole. Alors, au moins pour demain, il doit suivre ses ordres. Taku explique qu'il va utiliser la rancune de Damian comme carburant et il leur dit qu'il n'offrira pas d'excuses. En raison de ses décisions, l'armée est au bord de l'anéantissement. Mais s'ils suivent son plan, ils pourront repousser les monstres et gagner. Il leur demande de lui faire confiance cette fois. Et nous voyons tout le monde avec un air déterminé. Le lendemain, ils sont au sommet des murs, prêts à affronter l'armée des araignées noires. Les soldats battent les tambours pour alerter tout le monde. Taku est à côté d'un canon, tandis que l'armée des araignées commence à se précipiter vers eux. Il commence à expliquer le plan. Pendant que les membres gagnent du temps, il localisera la reine. Et ensuite, ils tireront avec le canon de mana. Le problème est que la reine commande l'armée de loin. Donc, il n'est pas visible pour les gens normaux. Il se demande si c'est possible et ouvre une fenêtre tout en souriant, affirmant que ça l'est. Nous voyons une géante barrière bleue s'étendre depuis le château. Il s'agit de la compétence unique d'Ash, une capacité qui permet de visualiser la zone sous forme de carte. Taku est surpris par ses faibles statistiques, mais il est content d'avoir cette compétence au moins. Il utilise la carte pour chercher la reine, mais il est surpris de ne pas la voir. La scène passe à Taku qui donne des potions de stamina à Ken, qui se prépare à sortir par la porte. Pendant ce temps, Lily, effrayée, attend à son poste et Lucas commande les troupes. Il voit le visage stressé de Taku et interprète cela comme une indication qu'il est prêt. Alors, il ordonne aux soldats de tirer. Les soldats tuent quelques araignées et Lucas fait un signe de pouce en l'air à Taku, qui se concentre pour essayer de localiser la reine. Il se rend compte qu'elle doit être à l'arrière
et demande à Damian s'il peut la voir. Damian se concentre et décrit l'arène. Taku positionne le canon et ordonne à Damian de le tenir. Damian a peur, mais Taku le rassure en lui disant que c'est normal de manquer et qu'il prendra la responsabilité. Il dit à Damian que tout ce qu'il doit faire, c'est tirer et venger son ami. Damian tire le levier et nous voyons le canon se charger en mana avant de tirer. Le boulet traverse l'armée ennemie, se dirigeant vers l'arrière. Une énorme explosion éclate et les soldats affirment que la cible a été touchée. Ils félicitent Damian et nous apprenons que Damian a un trait unique qui lui permet de jamais rater ses cibles. Taku remarque cependant que les monstres continuent d'avancer. Il utilise une lunette et repère la reine, protégée par les araignées. Elle pousse un cri et les araignées changent de tactique, se dirigeant vers l'endroit où se trouvait Lily. On voit Ken caché derrière un arbre avec une seule potion de stamina restant. L'armée des araignées passe devant lui et il hésite à fuir. Pendant ce temps, Damian affirme que le coup a bien touché, mais la reine est toujours vivante. Taku explique que la reine des araignées est généralement faible, mais la version de ce tutoriel est différente. Il n'a pas d'informations sur elle et se demande si elle a un statut d'immortalité. Un soldat crie que le canon atteint sa limite et qu'il ne reste que 3 tirs possibles. Taku est très inquiet, sachant qu'il est impossible de le tuer avec 3 tirs, surtout avec Damian dont les yeux sont épuisés. Un soldat hurle qu'un démolisseur arrive et un énorme crabe araignée charge le mur déjà endommagé. Taku hurle à tout le monde de se concentrer dessus, mais cela ne fonctionne pas et le mur s'effondre sous l'impact du monstre. Les autres araignées suivent le démolisseur. Luka et Taku donnent leurs ordres. Damian tire un autre coup, mais ses yeux sont visiblement en souffrance. Nous voyons Luka tenir la ligne face à l'armée des araignées, répétant qu'ils doivent protéger Taku. Taku commence à paniquer en voyant les soldats mourir, réalisant enfin la réalité de leurs cris. Il n'avait pas saisi l'ampleur de la situation lorsqu'il jouait au jeu, mais maintenant, le poids de ses actions le frappe durement. Il panique, incapable de trouver une issue. Ken attire les araignées en criant, les faisant le suivre. Il se cache derrière un rocher et active sa furtivité, mais manque de mana pour la maintenir. Il est entouré par les araignées qui le déchirent en morceaux. Taku réalise que c'est son mauvais jugement qui a causé la mort de Ken, ainsi que celle des autres. Dans le jeu, il sacrifiait souvent des personnages pour progresser, mais maintenant, il comprend la gravité de ses décisions. Un soldat annonce que le 4e tir est prêt, et Taku demande à Damian s'il est prêt. Damian saigne des yeux, mais dit oui. Il tire à nouveau, et la reine hurle, mais elle n'est toujours pas morte. Il tombe à genoux, réalisant que leur attaque ne fonctionne pas, et qu'il ne reste plus qu'un seul tir. Taku se demande si c'est vraiment la fin. Alors que tout semble perdu, un soldat remarque que la reine a été endommagée, et un éclaireur loyal à son rôle déclare qu'un dernier coup pourrait la tuer. Cependant, une boule d'acide frappe l'éclaireur. Luka crie pour Taku, et nous le voyons tomber de la tour, qui s'effondre. Il perd conscience, mais il est réveillé par une lumière. Cette lumière est en fait Luka, qui bloque les débris pour le protéger. Luka lui demande s'il va bien, avant de vomir du sang. Luka évoque un souvenir datant de 20 ans, mais Taku ne comprend pas, car il n'est pas vraiment Ash. Luka mentionne un moment où Ash lui avait dit qu'il ne deviendrait pas empereur, mais qu'il deviendrait l'homme le plus grand du monde. Il avait demandé à Luka de devenir le meilleur chevalier du monde. Ces mots avaient profondément motivé Luka. Taku sort le corps inconscient de Luka des débris, lui demandant de rester en vie, car il est le héros et ne peut pas mourir ici. Il analyse la situation et voit Damian et les autres soldats près du canon. Il se demande comment ils sont encore en vie. Où sont les araignées? Lily l'appelle tout en retenant les araignées. Elle lui dit que ce n'est pas encore fini, mais elle est empalée par les araignées. Taku hurle, mais elle lui dit qu'elle ne pourra plus tenir longtemps. Elle dit que bientôt, les monstres briseront leur défense et qu'ils n'ont plus de temps. Alors, il doit se dépêcher. Taku ordonne de préparer le dernier tir, mais un soldat l'informe que le canon a dépassé ses limites. S'il tire, il explosera.
Taku répond qu'il vaut mieux tenter leur chance, même s'ils doivent mourir dans les flammes. Un soldat demande comment ils vont viser, car ils ne peuvent plus voir dehors et le support du canon est détruit. Taku dit qu'ils le tiendront à la main et qu'il n'y a pas besoin de viser, il suffit juste que Damian tire. Taku s'approche de Damian et lui dit que c'est la dernière fois. Il doit tirer et qu'il doit se surpasser encore une fois. Damian dit que peu importe ce qu'il fait, rien ne change et il demande à quoi bon. Taku dit que s'il touche la reine encore une fois, elle mourra. Damian répond que ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Même s'il tue la reine, qu'est-ce que ça changerait? Le monde lui a toujours pris ce qu'il avait et il veut arrêter tout ça. Il ne veut plus vivre ainsi. Taku l'interrompt en criant son nom et lui demande s'il pense vraiment que le monde est injuste. Même s'il surmonte un obstacle, il vivra toujours dans un enfer? Damian dit oui. Et Taku lui saisit par le col, lui criant que tout le monde sait déjà ça. Rien ne se passe jamais comme on le souhaite. Mais c'est ça, la vie. Il lui demande s'il va rester là à attendre la mort ou s'il va continuer à se battre jusqu'à la fin. Taku dit qu'il a l'intention de se battre jusqu'au bout et que s'il veut tellement mourir, Damian devrait se suicider. Mais s'il est trop lâche pour ça, alors qu'il devienne sa gâchette. Taku lui dit d'arrêter de chercher son ami mort et de se concentrer sur son rôle de soldat. Il est sa pièce maîtresse, sa clé, et c'est tout ce qu'il a besoin d'être. Taku active alors sa compétence de commandant et donne un ordre direct à Damian, faire exploser le visage du monstre. Damian accepte de le faire, et un de ses soldats informe Taku que le canon est chargé, mais qu'il n'y a aucun moyen de refroidir le canon. Taku ordonne au soldat de se pousser, affirmant qu'il tiendra lui-même le canon. Le soldat lui dit que le canon est trop chaud et que cela sera pire qu'une brûlure normale. Taku répond qu'il préfère mourir de cette manière et demande à Damian s'il est prêt. Damian dit qu'il ne voit plus et ne sent plus ses mains. Taku lui répond que c'est normal et que tout ira bien. Le canon commence à chauffer et Taku commence à crier de douleur à cause de la chaleur. Les soldats commencent à l'aider en saisissant le canon à leur tour, malgré la chaleur. Ensemble, ils lèvent le canon en direction du démolisseur. Taku appelle Damian et celui-ci, malgré ses yeux saignants, tire le levier. Le canon se charge de mana et tire une énorme décharge d'énergie. Nous voyons le boulet se propulser dans les airs et Taku répète sans cesse qu'il faut que ça touche, même s'il commence à perdre connaissance. Taku pense que c'est une tâche impossible. Il devait viser un ennemi qu'il ne pouvait pas voir et il n'y avait aucune chance que le tir atteigne sa cible. Cependant, nous voyons le boulet se courber dans les airs, ignorant tous les facteurs limitant le tir, y compris tous les monstres de l'armée. Le tir touche directement, car sa cible avait été prédéterminée. Le tir touche directement le visage de la reine araignée, provoquant une énorme explosion. Taku commence à se rappeler de son premier spectateur sur son stream. Il était heureux de recevoir un message dans le chat, mais il ne se souvient pas de ce qu'il avait répondu. Il ouvre les yeux en criant et se rend compte qu'il est couvert de bandages, surpris d'être en vie. Lily lui dit de se reposer davantage, car ses brûlures sont profondes et prendront du temps à guérir. Elle lui explique qu'il a dormi pendant 4 jours et pensait qu'il ne se réveillerait pas. Taku est heureux de comprendre qu'il a survécu. Et Lily lui explique que le dernier tir a tué la reine araignée, que l'armée s'est arrêtée immédiatement et qu'ils ont gagné. Taku regarde par la fenêtre et voit les soldats déplacer les morts et brûler les cadavres araignées. Lily lui décrit ses blessures et lui dit qu'après sa guérison, il lui restera des cicatrices. Taku dit que ces cicatrices sont un moindre prix à payer que la perte de la vie. Il demande à Lily comment elle va, remarquant qu'elle est en fauteuil roulant. Lily lui explique qu'elle a manqué de mana et qu'une araignée lui a griffé le dos, la paralysant désormais de la taille aux pieds. Elle lui dit de ne pas s'inquiéter, se disant juste reconnaissante d'être en vie. Il lui annonce que seuls 9 d'entre eux ont survécu en tout, ce qui bouleverse Taku, qui se demande s'il y avait une autre stratégie, une méthode pour sauver tout le monde. Lily le réconforte en lui disant qu'il n'est pas un dieu et qu'il n'y avait aucun moyen de sauver tout le monde. Taku explique que, dès le départ, c'est lui qui a entraîné les soldats ici. Lily lui répond que personne ne s'attendait à ce que les monstres agissent en ordre,
car cela n'était pas arrivé depuis des décennies et qu'il ne doit pas être trop dur avec lui-même. Lucas fait irruption dans la pièce en pleurant, criant à quel point il est heureux de le voir en vie. Il demande à Taku s'il est blessé et lui dit qu'il peut amener Damian s'il le souhaite. Taku demande à Lucas s'il va bien et Lucas répond que sa principale force est d'être résistant. Lucas tient une liste des soldats morts et dit qu'il n'a pas pu retrouver les corps de certains d'entre eux, mais qu'ils ont récupéré ceux qu'ils ont pu trouver. Taku demande où il rassemble les corps, disant qu'il ira les voir. En chemin, Taku croise Damian et il est surpris de voir que Damian guérissait tout le monde après ce qui s'est passé. Taku lui dit que, s'il le souhaite, il lui donnera l'argent pour prendre sa retraite et qu'il peut faire ce qu'il veut désormais. Damian mentionne que Taku l'a nommé sa gâchette et il dit qu'il veut comprendre les origines des monstres et pourquoi son ami est mort. Il demande à suivre la voie de Taku. Taku accepte. Ils se rendent au cimetière pour rendre hommage aux morts. Il organise une cérémonie funéraire pour les défunts. Taku reconnaît qu'il n'y avait pas de meilleure stratégie et qu'il a choisi un plan et l'a exécuté. C'est son résultat. Et il portera les conséquences de ses actions. Après les funérailles, Taku dit à Lucas de récupérer les corps et de les transférer dans un champ vide à l'ouest de Crossworld pour les enterrer là-bas. Il prévoit de construire un cimetière là où se trouvait l'ancien mémorial dans le jeu. Taku déclare qu'à chaque année, le dernier jour de février sera consacré à honorer les sacrifices. Taku dit à Lucas qu'il n'échouera pas 2 fois et qu'il est temps de retourner au quartier général. 3 jours plus tard, on les voit en caravane, se dirigeant vers le champ principal. Taku, à l'intérieur d'un des carrosses, est extrêmement ennuyé, mais on voit qu'il a une option de sélection de métiers disponible. Taku mentionne qu'après avoir atteint le niveau 5, on peut choisir un métier. Nous voyons que ses statistiques ont à peine augmenté, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il peut choisir n'importe quel métier dans le jeu. Cependant, l'une des classes est inconnue, un métier caché qu'il n'a jamais vu auparavant. Il se demande si c'est une classe secrète, une récompense pour avoir terminé le mode difficulté maximale. Il mentionne que sa compétence est inutile au début et que choisir un métier qu'il ne connaît pas est très risqué. Lucas l'interrompt, disant qu'ils sont proches de Crossroad et Taku regarde par la fenêtre de la caravane, apercevant un énorme mur de forteresse. Il explique que c'est au sud du monde, conçu pour empêcher les monstres d'émerger de la région du sud appelée Black Lake. Autrefois, c'était une zone importante, mais aujourd'hui, elle est gérée par des mercenaires, des soldats retraités et des personnes qui ont échoué dans la société. Les mercenaires sont embauchés, peu importe leur niveau de compétence, car l'Empire avait juste besoin de boucliers humains. Cependant, après le développement constant de bâtiments commerciaux, l'endroit est maintenant appelé Fortress City. Taku regarde les rues de la ville principale depuis son carrosse et il remarque que l'atmosphère est horrible. Il comprend qu'après la mort de tant de gens, ils le verront d'un mauvais œil, mais il a préparé quelque chose pour cela. Les résidents aperçoivent un chariot rempli de gemmes magiques et Taku explique que leur confiance en lui est nulle pour l'instant, mais qu'il sait comment gagner leur sympathie en abusant de l'argent pour acheter leur confiance. Il arrive au manoir du seigneur et Taku est surpris par la taille de la maison. Un des serviteurs sort en courant et criant, se précipitant vers Taku et en disant qu'il était très inquiet pour lui. Taku explique que cet homme s'appelle Heyer et qu'il est un PNJ qui gère la ville et s'occupe des tâches administratives. Ils entrent et Heyer dit qu'il a préparé le bain et le dîner pour Taku. Taku dit à Lucas d'aller se reposer, tandis que Heyer le guide vers le bain. Heyer lui dit qu'une fois dans l'eau, sa fatigue disparaîtra. Taku le remercie et lui dit qu'il peut aller se reposer. Mais Heyer le félicite, l'appelant Rétro Taku. Heyer dit qu'il n'aurait jamais imaginé qu'il puisse réussir le tutoriel. Cela énerve Taku et Heyer révèle qu'il est le directeur du jeu. Taku le frappe, furieux, car Heyer est celui qui l'a amené ici. Heyer s'excuse immédiatement, disant que le monde a besoin de lui. Mais Taku se jette sur lui, coupant ses excuses. Nous voyons Heyer lever les mains en l'air, s'excusant encore. Taku demande pourquoi il l'a amené ici. Heyer explique qu'il y a une fin véritable
que personne n'a encore atteinte et qu'il a réinitialisé le monde plusieurs fois pour essayer d'atteindre cette fin, mais qu'il n'a jamais réussi à obtenir la fin qu'il souhaitait. Il a donc changé la forme du monde pour en faire un jeu, afin que des personnes venant d'autres mondes puissent essayer. Mais même avec cela, personne n'a été capable d'atteindre la véritable fin. Ayer dit que même si Taku n'a pas obtenu la fin qu'il voulait, il a tout de même accompli quelque chose que personne n'avait réussi. Il a donc conclu que Taku avait la plus grande chance d'y arriver. Et c'est pourquoi il l'a amené ici. Taku commence à crier contre lui, furieux d'avoir été kidnappé et d'avoir été mis dans le tutoriel de tous les endroits possibles. Ayer dit que c'était un bug, mais que s'il parvient à atteindre la véritable fin, il exaucerait un souhait pour Taku. Taku répond sarcastiquement « Qu'est-ce que c'est? Comme dans Dragon Ball ?» Ayer explique qu'il est semblable à un dieu dans ce monde, donc c'est normal. Taku retournera dans son propre monde et lui offrira un cadeau. Taku demande si ce souhait peut être n'importe quoi, comme 10 milliards. Ayer répond qu'il peut faire bien plus que ça. Taku admet que c'est tentant, car il avait un souhait qu'il veut absolument voir se réaliser. Ayer mentionne qu'il sait qu'il y a un souhait que Taku veut exaucer, un souhait qu'il croyait impossible. Taku réalise alors qu'Ayer l'a amené ici en sachant qui il était et ce qu'il regrettait. Ayer dit qu'il exaucera le souhait tant que ce désir existe encore dans le cœur de Taku. Taku demande pourquoi, s'il a ce pouvoir, il ne l'utilise pas simplement pour résoudre ce problème lui-même. Ayer explique qu'il y a des restrictions et que dans ce monde, il est un humain normal. Taku se demande ce qui se passe s'il meurt ici. Ayer dit qu'il mourra tout simplement, que la vie est comme un jeu à une seule pièce. Il lui explique qu'il pourra le renvoyer sur Terre immédiatement s'il le voulait. Son plan initial était de l'amener ici pour lui demander son avis d'abord. Mais il y a eu un problème. Ayer lui dit qu'il doit choisir entre tenter de réaliser son souhait ou retourner vivre paisiblement. Taku répond que normalement, il serait parti tout de suite. Mais deux choses le retiennent. Son désir de voir son souhait réalisé et sa confiance en lui, car il a déjà terminé le mode de jeu le plus difficile. Alors, le faire une nouvelle fois ne devrait pas poser problème. Taku accepte de rester et demande à Ayer de le soutenir. Il dit à Ayer de vendre tous les gemmes d'ici demain, mais Ayer dit qu'il ne peut pas. Taku lui ordonne de l'écouter. Ayer dit qu'il comprend, mais demande ce qu'il compte faire avec l'argent. Taku se rend à la guilde des mercenaires pour faire les tirages de gacha et il décide de commencer doucement avec 100 tirages. Il entre en trombe dans la salle. Les gens le regardent et commencent à crier, mais Taku crie en retour, demandant s'ils veulent mourir. Les gens finissent par le reconnaître comme le prince fou. Taku explique que la guilde des mercenaires est l'endroit où on peut recruter des personnages et leur impact varie selon leur rang. Il cherche quelqu'un avec une aura spéciale et repère une vieille dame qui fume au bar. Il est excité de voir une SR, super rare. Il s'assoit à côté d'elle et lui demande son nom. Elle répond qu'elle s'appelle Jupiter et il la reconnaît comme la sorcière de la foudre. Taku demande d'où vient son uniforme et elle lui explique que c'est un ancien modèle de l'Empire. Elle mentionne qu'elle était capitaine de la 2e escouade des sorciers. Mais elle vit maintenant comme mercenaire depuis sa retraite. Elle lui demande pourquoi il est là. Et Taku lui répond qu'il est venu embaucher des mercenaires. Jupiter lui demande s'il est là pour acheter de la chair à canon, des gens qui mourront à sa place. Elle dit que les rumeurs de leur bataille se sont déjà propagées ici. Et c'est vrai, tout le monde dans cette guilde est un bon à rien. Ils ne veulent pas être envoyés à la mort par un commandant novice. Taku répond qu'il comprend, mais que de toute façon, ils sont là pour vendre leur vie. Il ajoute que son commentaire est étrange, car même si son passé militaire est impressionnant, elle a été renvoyée pour avoir volé des fonds militaires et pour avoir fait de la contrebande. Elle a été déshonorée et renvoyée, mais elle porte toujours son uniforme avec fierté. Taku lui dit qu'elle est corrompue jusqu'à la moelle, mais que ses capacités de combat sont incroyables. Même si elle est plus pirate que soldat, elle reste la sorcière de la foudre Jupiter. Jupiter lui dit que même si sa carrière s'est mal terminée, elle garde encore sa fierté en tant que soldat de l'Empire. Mais Taku l'interrompt et lui demande combien elle coûte, mais elle ne répond pas. Alors il répète la question, combien faut-il pour faire d'elle une chienne de chasse?
Elle dit que cela coûterait au moins 100 000, mais Taku l'interrompt, offrant 200 000. Même si c'est une somme énorme, il est prince et vient de vendre toutes les gemmes. Si l'opportunité d'acheter un mercenaire SR se présente, il est prêt à payer n'importe quel prix. Taku dit à tout le monde qu'il leur paiera le double de leur salaire d'origine et qu'ils doivent se rendre dans le champ vide à l'ouest de Crossroads ce soir. Il quitte ensuite la guilde et se rend à l'église. Ouais les gars, c'est encore moi, juste pour vous dire, pensez à vous abonner, ça vous demande pas beaucoup d'efforts, c'est une seule fois et ça aide énormément. Merci à ceux qui le feront. Sur ce, bonne suite. Arrivé au temple, nous voyons Taku assis pendant qu'une sainte le soigne. La prêtresse lui dit que c'est fini, mais qu'elle craint que cela ne laisse une cicatrice légère. Taku la remercie. Cette sainte est une héroïne, au-delà du rang R, et guérisseuse de plus haut niveau, Sainte Marguerita. Il se dit qu'il pourrait l'embaucher plus tard si certaines conditions sont remplies, mais ce n'est pas la raison principale de sa visite aujourd'hui. Taku dépose un sac de pièces d'or et dit à la sainte, comme convenu lors de leur dernier contact, mais il est interrompu par la prêtresse qui lui dit que oui, elle va faire venir les prêtres qui sont actuellement disponibles. Taku est surpris de voir Damien parmi les prêtres et remarque qu'il va mieux. Avec un léger sourire, il propose à tout le monde d'y aller tout de suite. Le soir même, à l'ouest de Crossroads, un cortège de cercueils est arrivé depuis l'avant-poste. Nous voyons des soldats alignés, des drapeaux impériaux couvrant les cercueils, une grande chorale. C'était un véritable enterrement, comme on en voyait rarement dans cette ville où la mort était si fréquente et banale. Mais surtout, une prime a été remise à chaque famille des défunts. Les gens ont été choqués par le montant et en parlaient sans arrêt. La nouvelle s'est vite répandue dans toute la ville. Taku se dit qu'il n'a pas l'intention de faire semblant, c'est sûrement un spectacle, mais un spectacle rationnel. Et il continue en disant que combattre sur cette ligne de front doit être considéré comme une noble mission pour l'humanité. Il prit la parole devant tous et annonce qu'il est Ashbourne Heather Everblake, le troisième prince impérial qui vient d'être proclamé seigneur de cette ville. Dans la foule, certains se demandent si c'est lui le nouveau seigneur, le prince psychopathe, et qu'il a l'air d'avoir un sale caractère. Taku remarque la présence de Jupiter et des mercenaires dans la foule. Il a réussi. Et il continue en disant avoir quelque chose à dire, que même dans l'avenir, ils mourront au front. Chaque semaine, de nouvelles tombes seront ajoutées à ce cimetière. Et le chant de la chorale résonnera à travers ce lieu. Mais il va être honnête avec eux. Leur mort coûte plus cher que leur vie. Tous les frais funéraires et les indemnités pour les victimes ont représenté une somme énorme. Il a dû allouer près de la moitié de l'argent gagné des pierres magiques vendues au budget des indemnités. Oui, la mort ne doit pas être quelque chose de commun et banal. C'est pourquoi il fera de son mieux pour les sauver. Quelles que soient les mesures à prendre, il les sauvera pour les faire travailler au front et leur demande de ne pas mourir si facilement et de rester en vie afin de récupérer leur salaire de ses poches au lieu de lui faire payer leurs funérailles. Ceci a marqué la fin du discours. Alors qu'il descendait du podium, Lucas fit signe à l'artillerie. Le son des tirs résonna et Taku se demande comment son discours sera-t-il perçu par les citoyens, comme des prétextes d'un commandant incompétent ou le gaspillage de l'argent d'un seigneur fou. Peu importe, il prouvera qu'il est plus compétent que quiconque en ce qui concerne les combats au front contre les monstres. Et il envisage d'aller finir l'étape 1 car il ne reste plus que 3 jours et 1 heure avant le commencement. Après les funérailles, nous voyons 2 silhouettes à l'arrière-cour de la résidence du seigneur de Crossroads. Il s'agit de Taku et Lucas. Ils observent un amas de pierres. Un message système lui demande s'il veut activer le portail de téléportation. Bien sûr que oui, répond Taku avec un sourire. Les pierres se mettent à léviter, surprenant Lucas, et on finit par former un portail. Lucas, bouche bée, demande à son Altesse Taku « Qu'est-ce que c'est que tout cela ?» Taku lui répond que c'est le portail qui mène vers le donjon en dessous du lac.
Il précise qu'il s'agit d'un laissez-passer pour la base principale des ennemis. On apprend que protéger l'Empire est un jeu mixant deux genres différents, défense de la tour et offense du donjon. C'est aussi écrit sur la couverture du jeu. La partie où les monstres affluent vers Crossroad est la défense de la tour. Et entre ces deux différentes parties, pendant que les ennemis n'attaquent pas, ils explorent les donjons sous le lac et découvrent l'origine des monstres. C'est ce qu'ils appellent l'exploration libre. C'est la structure fondamentale de ce jeu, d'alterner des attaques et des défenses. Taku, devant le portail, est surpris de voir que la porte s'ouvre avant même la première étape. Il se dit que ce jeu est difficile à mort, mais il n'est pas irrationnel. Bien que le tutoriel puisse être très difficile, le début semble plutôt bon. Il explique qu'il a commencé avec Damien, que l'on peut considérer comme un personnage cheaté. Et il a également trouvé Jupiter, qui est une attaquante super rang SR. Qui plus est, il a une bonne quantité d'argent sur lui. Non, c'est tout à fait faisable, pensa-t-il. Il se décide de parler des règles du jeu à Lucas et ajoute qu'ils sont sur le point d'aller voir les ennemis de l'étape prochaine. Lucas comprend mieux. Il est d'accord. Et soudain, il crie qu'il est prêt. Taku est sidéré face à cette réaction, car après tout, Lucas est celui qui devrait normalement avoir le plus de questions. En plus d'avoir complètement changé, l'héritier impérial, qu'il a servi depuis toujours, connaissait tout de la ville où il venait de débarquer. Tout cela peut sembler étrange. Pourtant, Lucas est en train de le suivre sans poser de questions. Taku trouve cela un peu étrange et demande à Lucas s'il n'a rien à lui demander. Alors que Taku appréhende la question, Lucas lui dit « Votre Altesse, je m'exécute uniquement sous vos ordres. Je n'ai pas de questions à vous poser. Je suis à la fois votre épée et votre bouclier. Je ne fais que couper et repousser sous vos ordres. » Taku, déconcerté, n'a plus de doute, car Lucas vient de lui dire qu'il est prêt à lui faire confiance malgré tout, au-delà de ses questions. Il se dit qu'il n'oubliera pas de lui donner une bonne prime plus tard. Se retournant vers le portail, il demande à Lucas s'il est prêt à s'introduire dans la bouche de l'enfer. Lucas lui dit que si c'est avec lui, il irait même volontiers jusqu'au très fond de l'enfer. Taku sourit et enclenche la téléportation. Et nous voyons les pierres tomber après leur passage. Durant la téléportation, la fenêtre système s'emballe et affiche plein d'écrans de conseil. Taku, hors de lui, demande au système de ne pas sortir d'écran de conseil au milieu de nulle part de cette façon et d'arrêter de faire comme si c'était un gentil petit jeu. Une fois arrivé, nous apprenons que ce lac est l'origine des monstres, l'enfer qui crache des cauchemars, le donjon qui bloque le côté sud du monde. Lucas remarque quelque chose et attire l'attention de Taku. Des bulles remontent à la surface du lac avant que celui-ci ne se sépare en deux, comme si Moïse était dans les parages, et des monstres jaillirent du sol. C'est toute une armée. Taku n'en croit pas ses yeux. Ce sont les armures vivantes. Taku se demande pourquoi ce sont ces enfoirés. N'importe quel monstre aurait fait l'affaire pour la première étape, que ce soit des gobelins ou des sirènes ou même des dragons. Parmi tous les monstres du bas niveau, il fallait juste que ce ne soit pas eux. Quel jeu de merde, se dit Taku, le malchanceux. Alors que Lucas se tient prêt, la fenêtre système informe Taku que les informations sur l'ennemi ont été mises à jour. Étape 1. Information des ennemis. Assaillant d'armure vivante. 1052 unités de niveau 5. Une unité d'un assaillant inconnu et d'un niveau inconnu. Lucas remarque que Taku a mauvaise mine et il lui demande s'il a mal quelque part. Taku est juste dépité. Il dit à Lucas qu'il pense déjà l'avoir dit lors du tutoriel, mais ils sont encore une fois dans la merde. Putain, 741 fois. C'est le nombre de fois qu'il a réinitialisé ce jeu. Les raisons étaient différentes à chaque fois, mais lorsque les monstres de l'étape 1 étaient les armures vivantes, il réinitialisait sans hésiter. Les armures vivantes, comme le nom l'indique si bien, des monstres constitués seulement d'armure, le corps principal et l'esprit fantôme qui se trouve à l'intérieur, ce qui signifie
qu'elles sont très résistantes aux attaques physiques. À partir du milieu du jeu, il devient plus facile de faire face aux ennemis, comme on obtient une variété d'équipements différents. Mais pour l'instant, toutes les conditions sont défavorables. Taku se dit que tout ce qu'il fallait, c'était que ce ne soit pas elle. Merde alors. Il ajoute qu'à ce stade, il peut même ressentir leurs intentions malveillantes avant de proposer à Lucas de rentrer, car il faut essayer toutes les options possibles pour se défendre. Une fois rentré, Taku est allé chercher Eder et lui demande comment est la situation des forces armées de la ville. Eder lui dit qu'il y a un total de 526 personnes disponibles que l'on peut positionner au front. Taku n'en revient pas. Seulement 500? Après avoir fait 100 tirages d'affilée, Eder lui apprend que la plupart des forces étaient au tutoriel. Taku a du mal à retenir sa colère et en veut terriblement à ce connard d'Ash. Il demande à Eder combien peuvent-ils recruter de plus. Eder lui répond que tous les mercenaires qui sont venus en ville ont déjà été embauchés. En ce qui concerne cette ville, il n'est plus possible de recruter. Taku lui dit que dans ce cas-là, qu'il envoie un relais dans une autre ville pour emprunter des forces armées et ajoute qu'il faudra leur dire qu'il paiera 2 fois plus que ce qu'il gagne normalement. Eder acquiesce et prend note qu'il envoie également un relais à la cour impériale de la métropole pour les informer que les monstres ont commencé à attaquer, qu'il demande autant de renforts que possible. Eder demande à son Altesse s'il est vraiment sûr de vouloir le faire. Taku réalise que s'il demande maintenant le soutien de l'Empire, cela peut déclencher un événement fatal dans le futur. Mais il n'a pas le choix. Ils doivent d'abord rester en vie. Il dit à Eder de les appeler tout de même. Il ajoute qu'il faut également faire venir tous les menuisiers, les maçons, les forgerons et les alchimistes de la ville. Il se rattrape en disant que non. En fait, mobilise-les. Eder, sous le choc, l'informe que dans ce cas-là, la ligne de façonnage des pierres magiques s'arrêtera. Taku s'approche de lui avec un air menaçant et lui dit que la ville est sur le point d'être anéantie. Et lui ne pense qu'au façonnage des pierres magiques, qu'il arrête ses bêtises et qu'il les amène tous ici. Eder lui dit que c'est compris, il va les mobiliser immédiatement et s'en va. Une fois seul, Taku soupire un bon coup. Il dit que actuellement, le niveau de ce jeu est anormalement difficile. Il a hésité à prendre cette décision, mais il semble qu'il n'ait plus de temps. Il ouvre le système et continue en disant que plus le jeu est difficile, plus il a besoin de générer des variables. La fenêtre système lui demande s'il veut choisir comme profession commandant débutant. Pour toutes ces raisons, Taku décide de faire un pari et dit oui à ce connard de système. Le système le félicite pour ce changement de profession, mais Taku reste blasé face à des effets aussi pourris. Mais soudain, il est pris d'une douleur à la poitrine. Il se demande ce qui se passe. Et quelle est cette sensation? Le système l'informe d'un debuff de moins 50% est appliqué sur le taux de croissance des statistiques. Taku reste bouche bée face à cette perte de bonus. Il craque et demande à ce système de ses morts comment une telle profession peut exister et un tel debuff surtout. Qui pourrait bien penser à ce genre de piège? Attrapant une barre de fer, il décide d'aller voir cette merde nommée Eder. Mais soudain, le système l'informe qu'il a acquis la compétence totem d'attaque, totem de défense, super buffer, ordre principal, et que le système synergie de la troupe est disponible. Taku, dans sa foulée meurtrière, ne comprend pas ce qui se passe. Il se demande s'il peut vraiment donner des buffs à tous ses alliés. Il réalise que le simple fait qu'il soit présent sur le champ de bataille donne à tout le monde un bonus d'attaque et de défense. Si c'est vraiment le cas, cela expliquerait pourquoi il a des debuffs. Il est assez satisfait finalement. Et avec synergie de la troupe, il réalise qu'il y a même un système spécifique réservé aux professions. Autant dire que c'est la profession de rêve pour un adepte des jeux vidéo comme lui. Une fois sa colère vers Eder calmée, il remit la barre de fer à sa place. Une chance pour Eder. Le lendemain, en pleine conversation avec Eder,
Taku ne comprend pas ce qui se passe et demande une explication. Eder, embêté, lui annonce que personne n'a répondu à la mobilisation. Alors, il a seulement pu ramener que les chefs de chaque guilde. Taku lui informe qu'on dirait vraiment un enlèvement. Le chef de la guilde des forgerons, mécontent, prit la parole en premier et demande ce qui se passe ici, suivi du chef de la guilde des menuisiers et le chef de la guilde des tailleurs de pierre, qui demandent comment peuvent-ils les amener ici de cette manière et veulent savoir qui prendra les responsabilités si des pertes se produisent sur la chaîne de production. Le chef de la guilde des alchimistes rajoute que même s'il fait partie de la famille impériale, ça ne se fait pas de traiter les gens de cette manière. Taku, surpris, se dit qu'il devrait d'abord s'excuser et demande à cette bande d'enfoirés s'ils veulent crever. Pour qui se prennent-ils pour lui crier dessus comme ça? Ne savent-ils pas qui il est? Si lui, le prince de cet empire et seigneur de cette ville, leur dit de venir, au lieu de laisser tomber ce qu'ils font et courir au plus vite, ils blessent son petit cœur. Veulent-ils sérieusement crever? Et les chefs de rien du tout implorent son pardon, précisant que c'est la première fois qu'ils servent un seigneur de la famille impériale. Taku se dit que c'est vraiment pratique d'être H dans ce genre de situation. Après ça, la négociation s'est déroulée sans accroc. Nous voyons les 4 chefs surpris et demandent à Taku de répéter. Taku annonce qu'il fournira 20% des pierres magiques récupérées par l'armée au coût d'origine et précise que ce serait un avantage pour eux aussi s'ils avaient une ligne d'apprivoisement directe pour les pierres magiques, n'est-ce pas? Il propose de négocier tout cela directement. Par contre, à partir de maintenant, il devait produire en priorité des fournitures militaires à sa demande. Bien sûr, il paiera le coût exact de la production. Pas dégueu comme proposition, n'est-ce pas? Taku se dit qu'il les contrôlera avec l'argent et le pouvoir. C'est la seule négociation qu'il peut faire. Les 4 chefs, sachant pas ce que Taku prépare, sautent d'excitation. Ils sont d'accord et demandent quand est-ce qu'il faut commencer et qu'est-ce qu'il faut faire. Taku le savait. Il n'y a pas d'autre choix, puisqu'il n'y a rien de plus fiable que l'argent dans ce monde. La fenêtre système indique 2 jours et 13 heures avant le commencement. Le lendemain, nous retrouvons Taku qui informe les autres membres de la situation, en supposant que Lucas leur a déjà tout dit. Il explique que les monstres, ou plutôt cette troupe de 1000 armures vivantes, est sur le point de remonter vers leur ville, et précise qu'ils arriveront dans 2 jours environ. En observant les autres membres, Taku se rend compte que les autres ont bien compris qu'ils étaient dans une belle merde. Lucas demande à son Altesse ce qu'ils devraient faire. Taku répond tout ce qu'ils peuvent et décide de leur donner leur rôle. Lucas, commandant général des forces armées. Taku précise que les soldats sont démotivés et découragés, que c'est à lui de remonter le moral des troupes. Lucas promet de faire de son mieux. Lily interroge Taku. Elle lui dit que, comme il peut le voir, Taku l'interrompt et lui dit qu'il est désolé pour elle, mais il a vraiment besoin de son aide actuellement. Il lui propose de pas trop s'inquiéter car elle ne sera pas sur le front. Lily se demande ce qu'elle va faire dans ce cas. Taku lui dit qu'elle sera la superviseuse de la répartition des artefacts des planètes. Lily, un peu embêtée, est d'accord. Dans son fort intérieur, Taku est désolé pour Lily, mais il n'y aura pas de retrait pour elle. Son avenir consiste à travailler dur en tant que fonctionnaire de cette ville jusqu'à sa mort. Jupiter interrompt les pensées de Taku en lui disant qu'elle se permet de lui poser une question à propos du salaire dont il parlait. Elle demande si elle fait un excellent travail. Augmentera-t-il, n'est-ce pas? Taku se dit à lui-même que cette mémé est vraiment obnubilée par l'argent. Sa caractéristique à être obsédée par l'argent, et en particulier l'or, est pareille que dans le jeu, mais finit par lui répondre que bien sûr, il peut augmenter en fonction de ses performances. Jupiter, avec un large sourire, dit qu'il vaut mieux que son Altesse envisage une augmentation l'année prochaine, car
elle est la seule mercenaire qui est aussi rentable. Après cela, nous voyons Eder remettre une arme à Damien de la part de Taku. Il s'agit d'une arbalète ordinaire de niveau 10, capacité offensive entre 10 et 15, mais avec aucun bonus. Damien, tireur à longue distance, promet de faire de son mieux, si c'est l'ordre de Taku. Son Altesse Taku remarque que la posture de Damien est un peu bizarre, mais il se dit qu'il s'en sortira bien si on pense à son expérience avec le canon. Il remarque également que Damien ne porte plus ses lunettes. Damien lui apprend qu'il les portait exprès pour affaiblir sa vue, comme il avait une vue trop bonne, mais maintenant que ses yeux sont devenus nécessaires, il arrête de les porter, ce qui rend Eder ravi. Pour lui, c'est une bonne nouvelle. Ça l'inquiétait un peu qu'il y ait 2 personnages à lunettes, ce qui exaspère Taku, qui lui demande de se taire et de rester un peu tranquille. Après la réunion aux murailles sud de Crossroad, 2 chefs de guilde accueillent Taku, malgré la surprise. Taku leur demande quel est l'état des murailles. Un des chefs de guilde lui dit que c'est mauvais vu que ça a été négligé pendant trop longtemps. Taku, embêté, se retourne vers Eder et lui dit que quand une ville s'appelle ville-forteresse, c'est la base des bases de réparer et maintenir les murailles, n'est-ce pas? Mécontent, il lui demande pourquoi il les a laissés dans cet état. Eder, ne sachant pas où se mettre, lui répond que c'est parce qu'il n'y a pas de budget pour ça. Il continue en expliquant que le nombre de monstres a diminué. La collecte des pierres magiques a également diminué. Alors, le seigneur précédent a réduit le budget. Taku, toujours aussi embêté, lui demande si ce n'est pas une forteresse qui a été construite pour bloquer les monstres à la base et se met à réfléchir sur le fait que réduire les fonctions de la forteresse uniquement parce que les revenus ont diminué est un paradoxe. Taku les informe qu'ils peuvent se servir d'autant de budget et de matériaux qu'ils veulent et donne l'ordre de renforcer et réparer les murailles autant que possible, même au point de sembler excessif, et leur demande si c'est clair. Sur cela, il leur dit de se remettre au boulot car les monstres sont en chemin et il se rend à l'atelier. Il leur demande s'ils ont bien entendu et informe qu'ils allaient construire pendant 2 jours un mur. Mais le chef de l'atelier ne comprend pas. Taku lui explique de manière ironique ce qu'est un mur. Le chef de l'atelier s'excuse, mais il pense que les monstres peuvent facilement détruire les murs en bois et ajoute qu'il ne faut pas se fier à ce type de mur. Mais Taku lui explique que ce ne sont pas des murs solides qui peuvent les bloquer dont il a besoin. Le chef de l'atelier, voulant demander quel genre de mur dans ce cas, Taku lui dit qu'ils ont juste à construire des murs en bois, comme il a demandé, des putains de hauts et des putains de solides, tout simplement un putain de mur. Il termine en disant de commencer à travailler au lieu de chercher la petite bête. C'est ainsi que pendant les 2 jours restants, les préparatifs se sont déroulés comme il le fallait. Le temps a filé. On se retrouve à la muraille sud de Crossroad. Le message système annonce 30 minutes avant le commencement. Un éclaireur crie qu'il les voit et lance l'alerte. Les tambours résonnent et nous voyons les armures vivantes sortir de la forêt et se diriger vers la ville forteresse. Taku crie haut et fort qu'il n'y a pas à avoir peur, car ces monstres sont qu'une bande de chiffres sans substance. Mais au fond de lui, il sait que ce n'est pas vrai. C'est la troupe d'armure vivante, les pires monstres du début du jeu. Mais en revanche, lui et son armée sont les plus puissants du sud de l'Empire. Mais là encore, il sait que c'est faux. Ils sont juste un rassemblement de mercenaires minables, composés de vieux retraités et de novices, même s'ils ont versé autant d'argent à la dernière minute. Un soldat crie que la défense est parfaitement prête. La condition des équipements est optimale. Mais Taku sait que c'est faux. Même s'ils ont versé beaucoup d'argent à la dernière minute, la préparation est loin d'être parfaite, mais continue à motiver les troupes en leur disant qu'ils peuvent largement les repousser. Il n'y a pas à s'inquiéter, ils ont juste à combattre selon ses ordres. Ainsi, ce soir,
Ils pourront lever la coupe de la victoire. Nous apprenons qu'il fait tout cela pour qu'il n'y ait pas de stress inutile. Vaut mieux qu'il soit le seul à stresser. Taku commence à prier Jupiter, car la moitié de la stratégie de cette étape dépend uniquement d'elle. La magicienne qu'il a engagée à prix d'or a commencé à bouger. Nous apprenons que les monstres ont tous un principe d'action commun: tuer les humains qui se trouvent devant eux. En l'absence d'obstacles particuliers, leur principe de base est de couper la trajectoire au plus court pour tuer les humains. Ce qui veut dire qu'il est évident de prévoir leur chemin et donc très facile de les piéger. Ils n'ont pas pu creuser plus profondément, comme le temps a manqué. Taku donne l'ordre à Jupiter de commencer maintenant. Jupiter lève sa main et soudain, le ciel s'assombrit, chargé d'éclairs jaunes convergeant dans le creux de sa paume. C'était sa première compétence nommée zone de blanchiment. En un instant, la foudre jaune frappe les monstres, les foudroyant avec une puissance inouïe. La fumée se dégage là où les monstres ont été piégés. Jupiter les observe sans dire un mot. Certains monstres peinent à se relever. L'un d'eux jette un regard étrange à Jupiter, ce qui la met hors d'elle. Elle demande à ce monstre comment il ose la regarder de cette manière. Elle continue en disant que ce n'est qu'un monstre malpoli, qui ne sait même pas respecter les personnes âgées. Elle utilise de nouveau sa compétence et achève les monstres. Taku est sous le choc face à la puissance de Jupiter. Mais elle ne s'arrête pas là. Elle dit que pour le menu de ce soir, ce sera de l'armure accompagnée de frites et qu'il faudra prendre le temps de bien mâcher. Jupiter décide d'utiliser sa deuxième compétence, blanchiment bis. Une fois encore, le ciel s'assombrit, mais cette fois, des éclairs encore plus puissants et bleus convergent dans sa main avant d'être lancés. La foudre jaillit, frappant avec une force redoublée et illuminant tout autour. En voyant cela, les soldats se trouvant sur les murs de la forteresse expriment leur joie. Nous voyons Taku assez content du travail de Jupiter. Il a remarqué qu'elle a laissé son symbole sur les ennemis qui ont été frappés par la première attaque. Puis, elle a attaqué ceux qui portent son symbole avec sa deuxième compétence. Au fond de lui, il félicite Jupiter pour ce travail, mais à la base, leur nombre était de 1000. L'attaque à l'instant les a seulement éraflés un tout petit peu. Taku ordonne à Jupiter de battre en retraite. Jupiter dit à ses hommes de courir sans regarder en arrière. Taku, en regardant la scène, se dit que tout se passe comme prévu. Il dit qu'il suffit de suivre ses instructions et ordonne à tout le monde de rester en état d'alerte. Jupiter et ses hommes sont poursuivis par les monstres. Taku est en sueur car c'est un moment critique. Jupiter et ses hommes arrivent au mur en bois. Taku la félicite. Nous voyons les murs en bois se rapprocher et former un tunnel. Taku souhaite la bienvenue au putain de mur et leur demande comment ils vont faire désormais. Faire un détour ou tout détruire. Mais de toute façon, leur choix est trop évident. Ils vont juste essayer de tuer les humains qui sont sous leurs yeux. Et c'est exactement ce qui se passe. Taku les traite d'espèces de monstres sans cervelle. Il explique que si ils avaient bloqué le chemin complètement, ils auraient défoncé les murs et avancé. Mais à la place, les monstres s'entassent dans l'espace étroit. Taku ordonne à ses hommes de se préparer à tirer. La largeur de la troupe s'est rétrécie et sa mobilité est en train de diminuer. Il donne l'ordre de tirer toutes les balles sans réserve. Les canons tirent à l'unisson et font mouche. De grosses explosions retentissent. Taku dit que c'est la base de la stratégie en défense. Un chemin forcé, aussi appelé la zone mortelle ou la kill zone. Il ordonne à ses hommes de ne pas s'arrêter, de continuer à tirer. Il faut tout bombarder. Damien, aux côtés de Taku, demande si continuer de cette manière va suffire. Taku lui répond que non, ce n'est pas encore fini. À la grande surprise de tous, les monstres se déplacent désormais en formation et utilisent leurs boucliers pour se protéger des explosions. Taku constate qu'il a bel et bien raison et dit que ces putains d'enfoirés de monstres font vraiment chier. Et il dit à Lily que c'est à son tour. Lily acquiesce. Elle donne l'ordre à ses hommes
d'activer l'artefact du champ gravitationnel. Nous voyons 2 anneaux dorés qui forment une sphère violette qui encercle des monstres et les ralentissent. Taku, constatant cela, appelle Lucas. Lucas ordonne de viser le noyau spirituel au cœur de leur poitrine et de tirer. Les projectiles, à vive allure, transpercent les boucliers et également les armures vivantes. Un bon nombre d'armures vivantes tombent comme des mouches. Taku, du haut de sa position, constate que accumuler des dégâts avec les feux croisés, puis terminer avec les artefacts et les balistes, se passe comme prévu. C'est parfait, mais un chevalier attire son attention. Il lui dit que les ennemis contournent les murs. Taku, embêté, se dit que même s'il avait tout prévu, leur nombre est plus élevé qu'il ne le pensait. Il ordonne à Jupiter de se charger des armures vivantes qui arrivent du côté droit des murs en bois. Il faut les intercepter avec la technique de frappe et de fuite. Jupiter, avec un sang-froid, accepte les ordres et fonce avec ses hommes. Elle a directement commencé à faire un massacre. Taku est satisfait de la façon dont elle s'occupe de ce côté. Mais il reste encore l'autre côté. Il interpelle Damien qui sursaute et lui indique que c'est à son tour. Il doit tirer sur ce qui arrive du côté gauche. Damien utilise sa compétence à l'aide de ses yeux et se met directement au travail. Il tire une flèche qui se courbe dans les airs avant de se loger directement dans la tête d'une des armures vivantes qui tombe au sol, ce qui rend Damien enthousiaste. Mais les soldats derrière lui restent choqués. Taku se dit que c'est ça la clairvoyance. Il a percé le noyau du fantôme avec une simple arbalète. Il se demande combien d'ajustements sont donnés à cette caractéristique de malade. Devant, c'est la zone de la mort. Côté droit, c'est Jupiter. Côté gauche, c'est Damien. Un message système annonce qu'ils ont déjà atteint presque 500 morts. Taku se dit qu'à ce stade-là, tout devrait bien se passer jusqu'au monstre boss, bien que le timing ait été serré. On dirait que toute la préparation acharnée en valait la peine. Mais nous voyons les âmes des monstres quitter les corps et converger dans le ciel, à la grande surprise de Taku. Car il n'y a rien de tel dans le jeu. Alors que le compteur de kills comptabilise 500 armures vivantes tuées, l'amas d'âmes dans le ciel a fini par se transformer en un visage terrifiant. Taku se rend compte de ce qui se passe. Le système se met à jour et nous apprenons qu'il reste 552 armures vivantes. Mais un chevalier de niveau 25 vient d'apparaître. C'est le boss de l'armée des armures vivantes, le chevalier fantôme. Leur force terrifiante se trouve précisément là. Non seulement l'armée en soi est forte, mais en plus, même s'ils parviennent à le vaincre, ce monstre boss apparaît comme si la phase 2 commençait. Mais ils n'ont pas encore tout anéanti. Taku se demande pourquoi le boss est-il apparu si tôt. Car une fois qu'il s'est montré, le chevalier fantôme n'a pas bougé d'un pouce. Il n'a pas lancé de debuff sur une zone étendue, ni utilisé de puissantes compétences d'attaque. Il flottait simplement dans les airs, immobile. Cependant, ici, ce n'est pas un jeu, mais bien la réalité. Les soldats se chient dessus, car la soudaine apparition d'une créature étrange et massive dans le ciel a suffi à mettre tous les soldats en panique. C'est la différence entre la guerre contre les humains et la guerre contre les monstres. La peur primitive provoquée par l'existence d'une créature étrange et massive. Bien qu'avec l'apparition du monstre boss, les soldats sont devenus terrifiés et l'efficacité de la ligne de front est écroulée. Puis, les humains ne sont pas les seuls à avoir peur. Nous voyons le cheval de Jupiter prendre peur et Jupiter tombe de son cheval et heurte violemment le sol. Elle est inconsciente. Et des armures vivantes se précipitent pour tuer les humains qui sont vivants sous leurs yeux. Les hommes de Jupiter se précipitent et se mettent en formation carrée pour protéger la magicienne. Taku réalise alors que Jupiter, qui est la force essentielle de l'étape 1, et la brigade des héros sont en danger. Lucas propose de soutenir la brigade de Jupiter en déplaçant les canons et les armes à feu. Taku lui dit que non,
car sans la killzone, le nombre de monstres qui s'échappent va se multiplier. Lucas lui annonce qu'avec l'apparition du boss, les soldats sur les remparts sont tombés en pleine panique. Les tirs de canon et des balistes se sont arrêtés et la défense aux armes à feu, qui était entretenue irréprochablement jusqu'à là, s'est rapidement démantelée. Taku lui ordonne de s'occuper du rétablissement de la défense aux armes à feu. Les soldats sont tous complètement hébétés. Lucas est d'accord. Taku est désolé pour Jupiter, mais elle va devoir tenir bon encore un peu plus. Soudain, Jupiter revient à elle, en se demandant où elle se trouve. Elle souffre d'une blessure à la tête. Elle se dit qu'elle galère à son âge. Un de ses hommes lui demande si elle est réveillée. Il annonce qu'ils n'ont pas le temps. Ils sont en plein milieu de la bataille. Jupiter se demande qu'est-ce que c'est que cette situation de merde. On dirait que ce n'est pas le moment d'être tranquillement allongé par terre. Le soldat l'informe que les renforts vont bientôt arriver. Il faut juste tenir le coup jusque-là. Tandis qu'une armure vivante tente de l'attaquer par surprise. Mais le soldat se retourne à temps et lui fracasse le crâne. Mais malheureusement, cela n'a pas suffi. Le soldat constate que même après avoir pris une telle raclée, ce monstre se tient tout de même debout. Jupiter tente de prévenir le jeune homme, mais n'a pas eu le temps. Le jeune soldat se fait transpercer par derrière. Le soldat se dit qu'il a tué tout le monde autour de lui, mais constate qu'une armure vivante derrière lui, dans un sale état, tient fermement la lance qu'il a transpercée. Avant même qu'il ait le temps de faire quoi que ce soit, deux autres armures vivantes sautent sur lui et l'achèvent. Jupiter, impuissante, a vu toute la scène, ce qui la met dans une rage sans précédent. Voulant activer une de ses compétences, elle se rend compte que son contrôle de la force magique est inutilisable. Nous voyons une femme qui était sous son commandement se faire rattraper par plusieurs armures vivantes, avant de se faire transpercer par plusieurs lances. Un autre de ces hommes, lui, a préféré prendre la fuite, mais il a été remarqué par une des armures vivantes qui lui a lancé sa lance. Et malheureusement, il l'a pas manqué. La petite ligne de défense qui était maintenue par seulement quelques personnes s'est fait rapidement anéantir. Jupiter a senti l'odeur que dégagent les armures vivantes juste sous son nez. L'odeur des armées rouillées et de l'eau pourrie. L'odeur de la noyade. Elle concentre de l'énergie dans la paume de sa main et dit aux monstres qu'ils auraient dû rester enfoncés sous le lac. Avec une rage extrême, elle demande aux monstres si ça leur fait autant chier que ça de voir une vieille mémère toucher son salaire en paix. Elle utilisa de nouveau sa deuxième compétence. Les éclairs frappent les ennemis d'une puissance colossale sans précédent. Les monstres sont à terre, ne bougent plus. Jupiter constate que sa puissance n'est même pas à un quart de ce qu'elle devrait être normalement. Le reste des armures vivantes avance encore. Elle se dit que c'est mort d'avance. Elle ordonne au dernier survivant de son escouade de se sauver. Mais le jeune homme ne comprend pas. Elle lui dit qu'il vaut mieux qu'au moins une personne survive au lieu que tout le monde meure. Elle lui fera gagner du temps avec sa magie, qu'il court vite pendant ce temps-là. Mais le jeune homme lui demande comment il pourrait partir alors que le mieux qu'il puisse faire est de rester là, à ses côtés. Car après tout, c'est elle la magicienne mémère. Le jeune homme se met en position et dit que la deuxième règle de survie des mercenaires est de toujours rester aux côtés du magicien allié. Les chances de survie sont plus hautes en restant à ses côtés, afin de la défendre au lieu de courir vers son cheval. Jupiter reste bouche bée. La tactique du jeune mercenaire était efficace. Au lieu de détruire les armures vivantes, il les repoussait à l'aide de sa lance. Et tout ça en battant en retraite, gagnant ainsi de la distance. Il dit qu'il va les repousser comme il peut et propose à Jupiter de préparer le prochain sort magique. Damien, pendant ce temps-là, fournissait un appui-feu sur les remparts. Mais c'était insuffisant pour repousser les ennemis en masse. Lorsque Jupiter a réussi à rassembler suffisamment de puissance magique pour invoquer un petit éclair, le jeune mercenaire était déjà empalé par les lances des monstres sur tout son corps. Jupiter, à bout de force, regardait son dernier compagnon tomber, blessé mortellement.
La rage monta en elle, déchaînant une tempête intérieure. Sans hésiter, elle fit appel à sa deuxième compétence. Le ciel s'obscurcit et des éclairs fulgurants s'abattirent sur ses ennemis. Dans une explosion de lumière, elle anéantit une grande partie de leur rang, leur infligeant une vengeance terrifiante. Après cela, elle s'approche du jeune homme en se demandant est-ce qu'elle aurait pu le sauver si elle avait pu rassembler son pouvoir magique quelques secondes plus tôt. Le jeune homme était à terre, à l'agonie. Observant cela, Jupiter se dit qu'elle est trop vieille pour garder chaque mort comme ça dans son cœur. Elle interpelle le jeune homme et lui demande quelle est la première règle de survie des mercenaires. Le jeune homme, à bout de souffle, lui dit que la première règle est de ne jamais accepter de travail au salaire bizarrement élevé. Après cela, les derniers mots du jeune homme furent « maman » à l'aide de son dernier souffle avant de mourir. Jupiter se tenait seul face aux armures vivantes et dit que les règles de survie de ce jeune homme sont toutes fausses. Elle charge son bras d'une puissance colossale. Enragée, elle se dirige vers les ennemis et dit qu'il est impossible de réussir en tant que mercenaire de cette manière. Car pour devenir riche en tant que mercenaire, il faut se faire une renommée. Il faut prendre que des boulots qui paient beaucoup, mais qui sont extrêmement dangereux. Elle fracasse la tête de plusieurs armures vivantes et ajoute qu'il faut rester aussi loin que possible du magicien, parce que le magicien va prendre tout le mérite de la victoire. Après cela, elle se tenait debout et blessée, son bras en sang. Elle ajoute qu'il ne fallait pas devenir mercenaire s'il voulait survivre. Elle constate qu'elle n'a même pas assez de force magique pour allumer son cigare. Elle, qui pensait avoir gagné le jackpot avec ce salaire élevé, c'est ainsi que sa vie prend fin. Alors qu'elle se croyait finie, Lucas surgit de nulle part et s'occupe de justesse des armures vivantes qui se trouvaient autour de Jupiter. Elle est sous le choc. Elle ne comprend pas. Quelques instants plus tôt, nous voyons Taku ordonner à Lucas de s'occuper du rétablissement de la défense aux armes et informe que les soldats sont tous complètement hébétés. Ensuite, nous voyons Taku sous pression. Il s'excuse auprès de Jupiter, mais elle va encore devoir tenir bon un peu plus. Après cela, on voit Taku frapper un soldat en demandant à cet imbécile de se ressaisir. Il s'adresse ensuite aux autres soldats et leur demande d'arrêter de flipper parce que ce monstre de merde est énorme, activant une compétence appelée Commandant Invincible sans s'en rendre compte. Un des soldats touchés par cette compétence crie qu'il a raison et qu'il n'a pas peur du tout. Taku, perplexe, se demande ce qu'il a celui-là. Il fait peur et il se demande pourquoi il a changé tout à coup. En même temps, surpris qu'une lumière jaillit de sa main droite. Il se rend compte qu'il a activé une compétence qui fournit une immunité aux états mentaux pour tous les alliés dans un rayon de 10 mètres. Il se demande si par hasard, ça aiderait à rétablir non seulement les debuffs, mais aussi le mental perturbé. Il se retourne pour appeler Lucas et gifle un soldat avec sa cape sans le remarquer. Il dit à Lucas que pendant que lui s'occupera de calmer les soldats et de rétablir la killzone, Lucas, lui, se chargera du secours. Qu'ils sortent par la porte de la forteresse pour sauver la brigade de Jupiter. À ce moment-là, il se dit que l'envoyer là-bas pour sauver un camarade est un ordre totalement imprudent. Cependant, Lucas ne montre pas le moindre signe de secousse et accepte sans réfléchir. Et nous retrouvons Lucas qui sauve Jupiter de justesse. À la grande surprise de Jupiter, Lucas l'attrape par le col et la place sur le cheval. Et nous les voyons s'éloigner du champ de bataille. Mais les armures vivantes ne sont pas résolues à les laisser partir et utilisent instinctivement leurs lances pour essayer de les atteindre. Alors que les lances se dirigent à toute vitesse sur Lucas et Jupiter, Lucas charge son épée d'aura et brise les lances en plein vol. Jupiter est sous le choc. Alors que Lucas reprend la cavale, Jupiter l'interpelle et lui demande s'il voudrait pas rencontrer sa petite fille plus tard. C'est une demoiselle bien gentille, mais Lucas, avec un regard sérieux, dit que si elle a le temps de raconter des blagues, elle devrait plutôt essayer de se rétablir afin d'utiliser la magie, car il leur reste encore beaucoup de monstres à tuer. Jupiter se met à rire. Elle se rend compte qu'en l'absence du prince impérial,
Lucas est complètement glacial alors qu'il est si doux et cordial envers lui. Elle remercie quand même Lucas de l'avoir sauvé. Lucas lui répond qu'elle n'a pas besoin de le remercier. Il a seulement agi selon les ordres du prince. Par contre, il est désolé de ne pas avoir pu les sauver plus tôt. Jupiter lui propose de penser à ses regrets après avoir tué tous ces monstres, car elle aussi, ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas ressenti autant de haine. Nous retrouvons Taku, qui grâce à sa compétence commandant invincible, a restauré la Killzone. Il remarque que Jupiter aussi rentre saine et sauve. Mais malheureusement, elle a perdu 4 héros précieux en un éclair. Taku sait qu'il s'est trop reposé sur son expérience de jeu. Bien sûr, même dans le jeu, il faut aussi gérer le moral et il y a clairement eu des moments de peur ou de confusion. Mais en réalité, il y a eu des réactions beaucoup plus détaillées et variées. Et surtout, il n'aurait jamais imaginé qu'un cheval de guerre pouvait être aussi effrayé. Il se dit qu'il doit prendre en compte les variables qui peuvent se produire parce qu'il est dans la réalité. Et aussi, cela peut se produire car c'est la réalité. Il s'agit du feu qui s'est propagé à cause des feux croisés de son armée. La Killzone s'effondre et les ennemis vont continuer à affluer. Il se dit que finalement, ils devront se battre le long des remparts de la forteresse. Il ajoute qu'il aurait préféré les vaincre seulement avec les armes à feu. Mais néanmoins, ils ont réussi à en tuer beaucoup. Il se dit que c'est faisable car ce champ de bataille est encore sous son contrôle. Lucas interpelle Taku et lui annonce qu'il a sauvé et ramené Jupiter. Taku remarque que Lucas a l'air d'être inconfortable vu que Jupiter est une ancienne militaire déshonorée. Mais il la respecte tout de même. Et c'est bien, car il est toujours sage de s'adapter aux caprices des magiciens. Taku est heureux que Jupiter soit revenu en vie. Jupiter lui dit qu'elle a honte. Elle a fait une erreur fatale. Elle a fait mourir des jeunes en vain. Elle ajoute qu'elle est vraiment navrée. Taku la rassure en lui disant que personne ne pouvait savoir que les monstres se montreraient aussi soudainement dans les airs, ni que les chevaux deviendraient aussi fous. Ce n'est pas sa responsabilité, mais Jupiter insiste, c'est de sa faute. Elle aurait dû être capable de faire face à la situation après avoir passé autant de temps sur les champs de bataille jusqu'à cet âge. Elle ajoute qu'elle se vengera. La tête de ce monstre sera sienne. Tous deux observent le monstre gigantesque et Taku lui dit de se concentrer sur son rétablissement, car bientôt, elle devra utiliser toute sa force. Il s'adresse ensuite aux soldats et leur dit que la Killzone n'a plus aucun sens, qu'ils arrêtent les tirs. Il dit aussi à Damien de se reposer un peu, mais celui-ci rétorque que les ennemis continuent à venir. Taku pose délicatement sa main sur l'épaule de Damien et lui dit qu'il doit attraper quelque chose de plus énorme et il propose de se reposer afin de récupérer un peu. Damien est d'accord. Les monstres ont fini par atteindre les murailles de la forteresse. Et comme les murailles ne se sont pas effondrées, les armures vivantes ont commencé à escalader. Taku ordonne à tous de se préparer au corps à corps. Nous voyons les soldats se tenir prêts et Taku se dit que les combats qui s'emportent grâce à la force physique et non magique est sur le point de se dérouler, que la véritable guerre commence. Taku crie à tout le monde de se tenir prêt et attendre son signal, alors que les armures vivantes continuent leur progression sur les murailles. Taku donne son signal et ordonne à ses soldats de vite les faire tomber. Nous voyons les soldats se dépêcher et renverser des tonneaux remplis de divers débris tels que des pierres et des morceaux de fer restants suite aux travaux de renforcement. Taku les avait placés en avance sur les remparts de la forteresse. La plupart des ennemis se sont brisés en 1000 morceaux, en tombant violemment sur le sol. Mais le reste s'est relevé comme si de rien n'était. Ils continuent à grimper, même après avoir autant pris cher. Taku ordonne de les bloquer à distance autant que possible, en utilisant les lances. Il décide ensuite de recomposer l'équipe et de mettre Jupiter en tant que membre principal. La synergie de l'équipe a été activée. Le système informe que cette équipe ne subit aucune diminution de morale et la puissance d'attaque magique de tous les membres de l'équipe augmente de 20%. Taku trouve cela fou. 20% d'augmentation de la puissance d'attaque magique. C'est de toute beauté. Mais les armures vivantes ont finalement atteint le sommet. Les deux camps se font face, mais les soldats de l'Empire hésitent.
Taku se demande si les soldats seront réellement capables de le faire. Mais soudain, une lumière aveuglante jaillit du sommet. Il s'agit de Lucas qui frappe avec une précision et une puissance dévastatrice. Son épée fend l'air, dégageant une lumière dorée éclatante qui illumine la scène. Les lignes du tranchant de l'arme laissent derrière elles une traînée lumineuse, comme si chaque coup était chargé d'une énergie divine. Autour de lui, les armures vivantes sont brisées, projetées dans toutes les directions. Leurs fragments se dispersent dans un chaos métallique. Le mouvement fluide et impeccable de Lucas contraste avec la brutalité de ses attaques. Il dit à ses hommes que lui s'occupe de les trancher et eux n'ont qu'à tenir leur position le plus longtemps possible et les empêche de se rapprocher. Taku se dit que c'est vrai. Il ne s'agit pas de savoir s'ils peuvent le faire, mais de le faire à tout prix. Il faut que tous les soldats deviennent forts pour survivre. Ils doivent faire face aux obstacles devant eux et avancer en les surmontant. Il appelle Lily et lui demande de mettre le prochain artefact en marche. Elle s'exécute et on les voit mettre l'artefact en marche, ce qui booste les soldats. La fenêtre système informe que les actions des alliés sont accélérées de 5% pendant 5 minutes. Taku se dit que cela, en plus des caractéristiques qu'il arbore, vont aider pour la bataille, même si c'est peu. Nous voyons les soldats repousser les monstres et essayer de les faire tomber. La bataille est rude et violente. Taku regarde Lucas découper les ennemis les uns après les autres. Il reconnaît ses mouvements. Il s'agit de la première compétence de Lucas, coupe volonté. Une compétence de type accumulation qui devient de plus en plus forte à mesure qu'il tue des ennemis. Lucas est en train de balayer la moitié des remparts à lui tout seul. Cependant, c'est impossible de tout gérer. Taku remarque qu'ils se font repousser. Contrairement aux armures vivantes, ces rangs comptent de plus en plus de blessés. Damien se désigne volontaire pour rejoindre le front. Taku l'empêche d'un geste rapide, car il doit déployer toute sa puissance pour éliminer le boss. Et de même pour Jupiter, il se demande s'il existe une solution pour éliminer le reste des ennemis, tout en minimisant les pertes. Soudain, une énorme source de magie se manifeste sur le champ de bataille. Taku, bouleversé, contemple ces flammes dévastatrices qui causent la destruction de nombreuses armures vivantes. Il s'agit de Lily. Sous le choc, Taku lui demande si elle pouvait utiliser la force magique. Mais Lily se demande s'il n'exagère pas un petit peu. Elle rappelle qu'elle est magicienne à la base. Ravie, Taku promet de la promouvoir plus tard. Mais Lily est dégoûtée. Elle préfère prendre sa retraite. Il semble que la consommation incroyable, qui est typique de la puissance magique utilisant les flammes, soit trop dure à supporter. Taku attrape la chaise roulante de Lily et dit que c'est d'accord. Il va également lui verser une prime très généreuse. Mais en attendant, il exige un autre coup de flamme. Lily, à bout de force, répète qu'elle veut prendre sa retraite et puis elle a presque épuisé sa force magique. Mais Taku n'en a que faire et la somme de recommencer avec un air menaçant. Lily, en larmes, obéit. La synergie de l'équipe est à 20%, plus totem d'attaque 5%. Force magique de feu renforcée de 25% au total. L'effet est mortel. Courage le lance-flamme, s'écrie Taku. Un coup de plus. Lily, au bout de sa vie, demande d'être au moins traitée comme un être humain. C'est ainsi que les soldats ont bloqué avec leur corps, Lucas les a tués avec son épée et Lily les a grillés avec des flammes. Et ça c'est terminé. Enthousiastes, les soldats ont commencé à jubiler. Ils ont réussi à les bloquer. Ils ont enfin réussi. Ils l'ont fait. Mais Taku les rappelle à la réalité en leur disant que ce n'est pas encore fini. Il ajoute qu'ils feront la fête plus tard. Mais en attendant, le dernier arrive. Les débris des armures vivantes se mirent soudain à léviter, attirés inexorablement vers le boss. Chaque fragment de métal, chaque pièce brisée se soude avec une précision effrayante, formant peu à peu une armure massive. L'énergie bleue du boss fusionne avec ceux des morceaux, insufflant une vie à cette construction titanesque. Quand la dernière des pièces se mit en place, il est immense, imposant, d'une silhouette parfaite. Une armure d'un noir brillant recouvrait son corps.
Ses mains étaient armées de gants robustes et une épée colossale dans sa poigne, prête à faire tomber la sentence. Puis, d'un mouvement soudain, il plonge du ciel, sa chute rapide fendit l'air comme un cri, et lorsqu'il touche le sol, le choc fit trembler la terre entière. Le combat final ne faisait que commencer. Taku se tient face à cette forme colossale devant lui. L'aura menaçante de l'ennemi se manifeste. La silhouette rougeâtre semble dominer l'espace, projetant un regard perçant qui semble transpercer l'âme de Taku. Taku, les poings légèrement tremblants, essaie de conserver son sang-froid. Ses doigts se crispent lentement, formant un poing serré, symbole de sa détermination. La tension est palpable. Chaque geste traduit l'effort qu'il déploie pour ne pas céder à la peur. Dans un moment de doute intense, Taku se parle à lui-même pour se donner du courage. Il ne faut pas flipper, se répète-t-il intérieurement. Ses pensées traversées par la peur, malgré les gouttes de sueur qui perlent sur son front. Son regard se durcit, il se rappelle avec force, ce n'est que le boss de la première étape. Il n'a que le niveau 25. L'ordre de tirer est donné. Tous les canons sans exception font feu. L'armure vivante subit les tirs sans broncher. Taku répète de continuer à lui tirer dessus avant qu'il n'arrive à la muraille. Mais il continue à avancer, même en étant couvert de feu. Il est vraiment résistant cet enfoiré, se dit Taku. Il appelle Lily qui sursaute. Il lui ordonne de mettre le 3e artefact en marche. L'amplificateur de la puissance magique, l'artefact de rang R, peut augmenter de 100% l'effet magique d'un seul personnage. Et ce personnage, c'est Jupiter. L'effet magique de Jupiter augmente. Elle dit ressentir la même sensation qu'à l'époque de son âge d'or. Taku lui demande de donner toute sa force et de tout concentrer sur la poitrine du géant. Obéissant sans hésitation, Jupiter s'élance, son corps couvert de lueurs éclatantes, tandis que des éclairs d'une intensité terrifiante jaillissent de son corps, déchirant l'air autour d'elle alors que le ciel devient noir comme la nuit, seulement éclairé par des éclairs dorés qui dansent au-dessus du champ de bataille. Jupiter projette un avertissement à Taku d'une voix moqueuse en lui demandant de faire attention car elle ne le dédommagera pas s'il est électrocuté. Alors que les éclairs frappent, concentrés comme une flèche sur la poitrine massive du géant, l'impact est colossal. Sous le regard tendu de tous, l'armure du géant cède enfin, dévoilant en son centre une sphère lumineuse et vibrante. Taku, les yeux écarquillés, s'exclame avec une voix empreinte de gravité que c'est son noyau spirituel. Une révélation qui enflamme la tension parmi les soldats. Leur espoir d'en finir avec cet ennemi colossal sans perdre une seconde. Taku hurle à plein poumon pour Damien. Sa voix puissante résonne sur le champ de bataille. Aussitôt, Damien, positionné près d'une gigantesque baliste, une lueur intense embrase son œil droit alors qu'il active sa compétence spéciale, infusant l'arme avec une énergie dorée éclatante. D'un geste sec, Damien relâche le mécanisme. La flèche, chargée d'une aura lumineuse, fend l'air à une vitesse phénoménale. Les éclats de lumière dorée laissent une traînée étincelante derrière elle. Lorsque la pointe atteint son objectif, elle s'enfonce directement dans le noyau spirituel du géant, provoquant une explosion d'énergie d'une intensité ahurissante. Le champ de bataille est baigné de lumière. Bien joué, dit Taku, avec un sourire victorieux sur le visage. Il pense que c'est fini, mais l'espoir est brisé par la lumière émanant du géant. Son œil s'illumine à nouveau. Taku, abasourdi, il murmure avec une froide terreur que ce n'est pas suffisant. Le colosse, menaçant comme jamais, relève son épée. Désormais enveloppé d'une aura bleue, une fumée blanche s'échappe de ses yeux et une énergie écrasante envahit l'air. Taku, poussé par l'urgence, crie à nouveau, cette fois-ci en direction de Jupiter. La guerrière, entourée d'éclairs tourbillonnants, adresse une réplique moqueuse en fixant le géant. Elle lui dit que c'est pas malin de soulever son arme vers le ciel, tandis qu'il y a des coups de foudre. Elle ajoute que si c'est son souhait de mourir électrocuté, elle se fera un plaisir d'aider cet imbécile. Une pluie de foudre s'abat sur le colosse. Chaque éclat électrique traverse son armure, illuminant son corps d'un jaune éclatant.
Les éclairs se mêlent à un bleu vif, si intense que les contours du géant disparaissent dans un déluge de lumière aveuglant. Le monstre tremble sous la puissance de l'attaque, ses mouvements ralentissent, mais sa menace demeure omniprésente. Taku, en voyant l'épée du géant, ordonne à tout le monde de s'écarter. Il faut fuir la trajectoire de l'épée. Luka attrape Taku afin de le sortir de là. Une fraction de seconde plus tard, l'épée s'abat avec une force monumentale. L'impact est cataclysmique. Les débris volent dans toutes les directions. Les soldats, postés non loin de la zone d'impact, sont balayés comme des feuilles emportées par une tempête. Ils volent en arrière, leurs cris de surprise se mêlant au chaos ambiant. Nous voyons ensuite Luka demander à Taku s'il va bien. Celui-ci se plaint d'avoir mal au dos et demande plutôt de lui dire comment est l'état des murs. Nous voyons Damien, Lily et Jupiter observer la scène sans rien dire. Taku se tient devant la géante épée et on voit l'armure géante éclater en 1000 morceaux. Enfin, ils ont anéanti le chevalier fantôme, le boss de la première étape. Cependant, nous voyons l'aura du chevalier fantôme se mouvoir d'une façon étrange et menaçante, se diriger droit vers Taku. Luka, en alerte, dit à Taku que c'est dangereux, mais Taku lui répond que ça ira. Il connaît déjà ce pattern, le dernier caprice du chevalier fantôme. La compétence de contrôle de la foule dans la zone avec la peur et la confusion. Ce n'est pas une attaque qui inflige des dégâts, même si c'est possible de perdre l'esprit si on s'y prend mal. Taku active sa compétence de commandant invincible et lui dit qu'à partir d'ici, c'est le territoire des humains et ordonne au monstre de se casser d'ici. Fissa. Une lumière aveuglante jaillit de sa main et disperse les ombres du géant, jusqu'à qu'il n'en reste rien. Certains soldats confus se demandent où sont les fantômes et surtout, où est ce monstre. Un des soldats qui a suivi toute la scène explique que le prince les a anéantis. Les nuages noirs, lourds et menaçants, commencent lentement à se dissiper, comme chassés par une force invisible, révélant peu à peu des éclats de lumière. Les premiers rayons dorés du soleil percent à travers l'obscurité, illuminant le champ de bataille d'une clarté nouvelle. Au sommet de la muraille, un drapeau flottait doucement dans la brise retrouvée comme un symbole silencieux. Le poing vers le ciel, Taku annonce qu'ils ont enfin gagné. Ils ont survécu. Ils continueront à gagner et ils continueront à survivre. La peur disparaissait progressivement des yeux des soldats. Taku dit voir clairement la joie de la victoire prendre sa place. Que ce soit grâce à sa compétence passive ou à son éloquence, cela lui était égal. Il ne pouvait que crier de toutes ses forces et avec sincérité. Battons les monstres et vivons. La fenêtre système annonce que la récompense de fin de partie a été remise. Jupiter a été élu MVP. Le soir de la fin du combat, un festin a été organisé au centre-ville. Nous voyons Taku inviter ses soldats à célébrer cette victoire qu'ils ont obtenue. Après avoir vaincu ces monstres horribles en armure. Sentez, mangez et buvez autant que vous voulez aujourd'hui. C'est ma tournée, annonce Taku. Les soldats explosent de joie. Longue vie au prince. Le festin a commencé. Dans l'air, flotte une mélodie entraînante jouée par un groupe de musiciens assis près d'un feu de camp. Les instruments résonnent joyeusement, accompagnant les rires des soldats qui se mêlent à la fumée épaisse des viandes grillées. Les odeurs alléchantes de festin emplissent l'espace, tandis que des plats improvisés débordent de plats généreux. Plus loin, un cercle s'est formé autour de 2 soldats engagés dans un concours de bras de fer. Légèrement à l'écart, Taku observe la scène assis seul. Il porte un sourire doux et tranquille. Ses yeux parcourent les visages rayonnants de ses soldats, absorbant cette ambiance de camaraderie et de soulagement. Pour un instant, tout semble apaisé. Luka se joint à lui, remarquant qu'il n'a rien mangé de la journée, et il lui propose d'aller prendre un repas ensemble. Durant le repas, Luka lui dit qu'il n'a pas la tête d'un commandant qui vient de remporter une victoire. Il a quand même réussi à arrêter les 1000 armures vivantes, sans grands dégâts. Alors, il pense qu'il pourrait être plus content. Il n'y a pas eu de grands dégâts, dit Taku, avant de recracher son verre. Luka lui demande s'il va bien. Taku lui répond que oui, il va bien. C'est juste que le goût de l'alcool est différent de ce qu'il pensait. Il se rend compte que ce n'est pas de la bière,
et que cet alcool est au moins à 20 degrés. Il reprend son sérieux et dit que bien qu'il n'ait pas eu de grands dégâts, ils ont perdu des vies précieuses. Et à partir du moment où quelqu'un perd la vie, il est inutile de discuter de la gravité des dégâts. Comme chaque vie est précieuse, sans distinction de valeur bien sûr, il sait qu'il est impossible de sauver tout le monde. Ce serait de l'arrogance dans ce jeu impitoyable. Cependant, s'il avait été un peu plus perspicace dans sa direction, ils n'auraient peut-être pas perdu leur vie. C'était différent du tutoriel. Il y avait clairement place à l'amélioration. Cela lui faisait encore plus mal, car il le savait lui-même. Lucas lui dit qu'il pense qu'il a fait un excellent travail et il n'a pas besoin de se blâmer. Cependant, il sait aussi que le fait qu'il dise des choses comme ça ne fera pas disparaître ses regrets. Mais ils sont en pleine fête de la victoire ici. Et que si ils se montrent contrariés, cela ne remontera pas le moral des soldats. Souriez s'il vous plaît, demande Lucas. Au moins, réjouissez-vous avec nous. C'est aussi le travail d'un commandant. Taku sourit et se dit que c'est vrai. C'est aussi le travail d'un commandant. Soudain, Eder sort de nulle part en disant que c'est vrai, faisant sursauter Taku. Il continue en disant que c'est important d'honorer les sacrifices qui ont été faits. Mais c'est également important de prendre le temps de célébrer et de se réjouir de la victoire. Taku se demande ce que fout ce type encore. Eder répond qu'il lui a apporté un peu de légumes comme ce n'est pas bon pour la santé de manger seulement de la viande. Taku refuse et ajoute qu'il n'a pas mangé de viande non plus. Eder, joyeux, le félicite d'avoir terminé la première étape alors que c'était une étape difficile. Il ajoute qu'il compte sur lui pour continuer sur cette lancée pour la suite. Taku le regarde sans rien dire et attrape une tomate. Eder se met à crier que le prince H est en train de manger des légumes, car apparemment, il mange des légumes vu qu'il n'a pas de viande. Les soldats en larmes s'approchent de Taku et s'excusent. L'un des soldats furieux demande comment ils ont pu faire manger seulement des légumes au prince H, qui est réputé pour son régime strictement carnivore. Taku est surpris d'une telle réputation et se demande quel genre de vie a-t-il mené ce connard d'H. Espèce d'imbécile, crie l'un des soldats, apportez de la viande à votre Altesse et qu'ils apportent aussi toutes sortes de boissons alcoolisées. La fête bat son plein, les soldats ont embarqué le prince H qui n'en revient pas et se demande comment sont-ils arrivés là. Lui qui avait prévu de réviser la bataille calmement et sérieusement dans son coin. Mais il est arraché de ses pensées. Lily l'interpelle. Taku se demande quand est-ce qu'elle a bu autant et celle-ci se met à pleurer et à supplier pour sa retraite. Mais quelle idée de prendre sa retraite en ces temps de crise économique. Taku décline avec un large sourire et lui propose de travailler plus. Il tient à tenir sa promesse et dit qu'il lui filera un bon salaire. Les hommes de Lily l'emmènent, mais elle continue à crier qu'elle a envie de démissionner. Taku reste sans voix, mais reste content qu'ils emmènent Lily se reposer un peu. Mais c'est au tour de Damien qui arrive totalement ivre et dit à son Altesse qu'ici, l'eau est un peu amère. Taku l'informe que ce n'est pas de l'eau et se demande qui a fait boire autant d'alcool à un enfant. Et sans tarder, nous apprenons que c'est Jupiter. L'alcoolique de service Jupiter dit que ce n'est pas un enfant, mais un mercenaire bien respecté. Il doit apprendre à boire et fumer et connaître les différentes façons de gaspiller de l'argent. Elle rajoute qu'il est comme un petit-fils pour elle, alors elle va personnellement lui apprendre. Taku se demande pourquoi apprendre ce genre de choses à un petit-fils. Quel adulte dépravé. Votre Altesse, dit Damien, en posant sa tête sur l'épaule de Taku. Taku remarque que Damien ose toucher, non, pas simplement toucher, mettre sa tête sur le corps précieux de la famille impériale. Il constate que le petit Damien est devenu très courageux. Damien, d'un air triste, avoue que quand il est seul, le visage de son ami décédé lui revient à l'esprit. La scène de ce jour le hante constamment. Le sentiment de culpabilité, parce que seul lui a survécu, écrase son cœur. Mais bizarrement, quand il est auprès du prince H, il se sent plus à l'aise. Mais il n'ira pas plus loin et tombe dans le coma sur la table. Taku se dit que ce n'est pas parce qu'il est quelqu'un de spécial et remarquable, c'est simplement grâce à sa compétence passive. Mais il ne peut pas le dire comme ça. Jupiter ajoute que elle aussi, elle ne sait pas pourquoi, mais elle a eu l'impression
que sa force magique devenait plus puissante lorsqu'elle suivait ses ordres. Taku se dit encore que ce n'est pas parce que sa direction était excellente, mais juste sa compétence et la synergie de l'équipe. Il ne peut pas dire qu'il y avait un buff de 25% au total dans cette bataille, et se met à sourire bêtement. Lucas, ivre, se joint à la discussion et dit que lui aussi, quand il est avec lui, ses pensées perturbatrices disparaissent et son corps devient léger et rapide. Il pense que c'est dû à sa personnalité admirable et à son talent inné de commandant. Taku rigole et demande si c'est pour cela qu'il est toujours à ses côtés. Lucas répond simplement « ouais, peut-être ». Taku se dit « ouais, peut-être ». C'est vraiment pas une réponse qu'on s'attend d'un chevalier exemplaire. Des vers sont soulevés à la mémoire des camarades défunts et pour ceux qui ont survécu également. Et également pour son Altesse, le prince héritier. Tous sont réunis autour de Taku qui se demande qu'est-ce qui se passe. L'un des soldats remarque que le verre du prince est plein. Taku lui dit que c'est parce qu'il ne se sent pas très bien. Les soldats se remettent à pleurer et à s'excuser, disant que c'était de leur faute parce qu'ils n'avaient pas mis assez d'ambiance. C'est incroyable que le prince H, qui a la réputation de boire de l'alcool toute la semaine, s'il décide de le faire, ne puisse même pas prendre un verre maintenant. Taku se demande de quel genre de réputation sont-ils en train de lui parler depuis tout à l'heure et finit par se demander quel genre de vie ce foutu prince a-t-il pu vivre. À force d'user de chantage, les soldats ont réussi à faire boire le prince. Taku se demande s'ils osent le faire boire, lui qui est à la fois le seigneur et le commandant. Il espère qu'ils sont prêts à supporter les conséquences. Allez, qu'il remplisse à nouveau son verre. Ils ont mangé, bu, chanté et bavardé pendant que la nuit, toute bruyante, traversait le vide. La nuit de la victoire s'éternisait. Taku, complètement bourré, retourne dans sa chambre, s'installe sur son lit et décide d'ouvrir les boîtes de récompense de fin d'étape avant d'aller dormir. En ouvrant la boîte, il se demande si c'est un équipement complet de rang SSR, se demande-t-il. Il sourit avant de craquer. Il jette les gants qu'il a gagnés. Il se dit que parmi toutes les armes uniques de rang SSR, pourquoi ? La fenêtre système informe qu'il s'agit de Lucky Strike, SSR de niveau 7. Toutes les décisions de probabilité bénéficient d'un bonus d'1%. Aujourd'hui, la chance est de son côté. Un joueur anonyme. Catégorie de gants, combat. Capacité offensive 0. Durabilité 7 sur 7. Taku se demande si ces gants font partie d'un équipement de divertissement. Les dégâts que ce gant génère sont déterminés par la roulette. Taku les utilisait parfois pour le divertissement lorsqu'il était en stream. Mais son efficacité en combat est totalement nulle. Mais c'est mieux que rien, se dit-il. Il ne peut pas les jeter comme ça et ne peut pas les donner à quelqu'un d'autre non plus. Il ne sait pas si c'est parce que c'est un item de rang SSR, mais il est très confortable à porter. Il peut faire un jackpot dans une situation urgente. Il s'efforce à penser de manière positive, mais il craque encore une fois. Il se dit qu'il y a tellement d'équipements qui facilitent le jeu, alors comment voulez-vous qu'il reste positif avec ça ? C'est ainsi que malgré avoir obtenu un item de luxe, il a à peine pu fermer l'œil de l'aube à cause des nausées. Et voilà, on est arrivé à la fin de cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à donner vos retours en commentaire. Aussi, j'aimerais bien qu'on découvre de nouvelles histoires, donc n'hésitez pas à en proposer dans les commentaires. J'ai pas encore de Discord, mais je vais bientôt en faire un. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, tapez, on va dire, santé. J'imagine déjà que ceux qui ne sont pas arrivés jusqu'ici seront totalement perdus. Sur ce, les gars, n'oubliez pas le petit abonnement et aussi le like. Merci à ceux qui le feront. Prenez soin de vous.